Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis pour un atelier sur la construction des villes africaines de demain et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous à la fois des experts internationaux et aussi des représentants du continent africain. Je vais vous les présenter immédiatement. Donc, nous sommes avec le gouverneur d'Abidjan, Monsieur Incho, qui nous parlera des défis et des enjeux en matière de transformation urbaine de ce grand district qui est celui de la capitale de la Côte d'Ivoire. Nous aurons également Boren Dawadi qui préside le projet Bizerte Smart City et qui nous parlera aussi des enjeux des villes pour lesquelles il travaille, puisqu'il a une mission en tant qu'urbaniste architecte dans plusieurs villes africaines. Et nous allons, après une rapide introduction, commencer par Gérard Wolf, qui a, après de nombreuses années au règne de EDF International, pris en charge en tant que vice-président du MEDEF International, là et également sur les villes de demain au niveau de l'accompagnement des villes durables et villes de demain à la française, aussi bien le prolongement du projet Vivapolis qui accompagne les experts et les entreprises françaises à l'international auprès des territoires et des gouvernements pour pouvoir faire des coopérations aussi bien publiques que privées entre les expertises de nos entreprises françaises et les projets et aussi les savoir-faire de nos coopérants, enfin en tout cas nos partenaires du continent africain. Alors peut-être pour rapidement entrer dans la matière, le continent africain est probablement le continent pour lequel dans les 25 prochaines années, et on pourrait même dire moins que ça, dans les 15-20 prochaines années, la transformation des villes et des territoires va être la plus forte. En quelques chiffres, nous sommes aujourd'hui à un peu plus d'1,3 milliard d'habitants, entre 1,2 et 1,3 milliard d'habitants plus précisément, et à peu près un tiers aujourd'hui est urbain, c'est-à-dire à peu près 400 millions d'Africains vivent dans les villes. D'ici 2045-2050, les projections donnent un doublement de la population continentale avec un triplement de la part urbaine des citadins. Donc ça veut dire qu'on va passer de 400 millions de citadins en Afrique à plus de 1,2 milliard dans cette période. C'est dire le défi gigantesque qui va être à relever. On en parlera récemment, il y a eu on sait, comme ici en France, nous subissons des aléas et des changements climatiques. Il y a eu récemment on va dire des pluies diluviennes sur Abidjan. On voit que les infrastructures qui sont actuellement en place ne supportent pas les changements climatiques. Donc on a aussi le défi du climat à relever dans ce même temps, ce qui ne vient pas arranger les choses. Et quelque part, l'intelligence collective que ce continent peut apporter avec les technologies, les savoir-faire aussi que nous pouvons partager autour de défis communs, c'est en quelque sorte probablement un des projets les plus ambitieux pour l'homme dans les prochaines décennies, de réussir aussi cette transformation du continent africain autour des villes, sans oublier par finalement symétrie l'enjeu de la ruralité, puisqu'on va avoir si il n'y a pas dans les zones rurales du continent africain des services, de l'emploi, de l'éducation, de la santé pour faire en sorte que les populations qui vivent actuellement y restent, eh bien ces chiffres qu'on projette risquent d'être dépassés et avec derrière eux tout un ensemble de difficultés, que ce soit sur la capacité des infrastructures à supporter cette transformation ou évidemment des capacités financières aussi à construire les infrastructures, on va dire, de production qui sont nécessaires. La Banque africaine de développement, et je donnerai un dernier chiffre, considère aujourd'hui que le rythme actuel d'investissement dans ces infrastructures est de moitié celui qu'il devrait être pour pouvoir mettre à niveau ces territoires. Donc on est à peu près à 80 milliards de dollars par an, alors qu'on devrait être plutôt au-dessus de 150, 160, voire 170 milliards en fonction des années. Donc voilà
Voilà ces défis évidemment beaucoup d'opportunités et aussi de savoir. On parlait en préparant cette table ronde tout simplement d'innovation frugale, d'innovation agile que le continent africain nous apporte nous aussi occidentaux, européens, comme le mobile payment qui est né en Afrique. Et il va y en avoir d'autres grâce aussi à ces défis à relever dans des domaines multiples autour de la Smart City, autour de l'innovation urbaine. Voilà, donc Gérard Wolf, je vous donne la parole pour pouvoir présenter un peu ce que le MEDEF international, aux côtés des gouvernements, des autorités locales, peut faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez engagé comme action et puis ensuite, plus précisément, ce qui nous permettra d'enchaîner avec notre représentant gouverneur d'Abidjan pour la Côte d'Ivoire typiquement, quelles sont un peu les initiatives que vous avez peut-être au niveau du MEDEF international déjà sur ce territoire. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être je vais d'abord présenter, non pas MEDEF international, parce que tout le monde sait que MEDEF international, c'est le bras armé à l'international de MEDEF, mais peut-être présenter la Task Force Ville Durable que je préside. C'est une task force qui est présente sur l'ensemble des continents. Elle n'est pas dédiée à l'Afrique ou à l'Asie ou à l'Amérique latine. Elle peut se déployer sur l'ensemble des continents d'une part, et d'autre part, elle a pour objet, au fond, de chasser en meute. Pourquoi chasser en meute? Parce qu'aujourd'hui, le problème des villes, vous l'avez rappelé avec les chiffres que vous avez donnés, c'est des problèmes de croissance très rapide de population, ville par ville. Si vous prenez des villes africaines moyennes, vous avez une population de 100, 200, 300 000 habitants de plus chaque année. Je ne parle pas du Caire, qui est l'une des plus grosses villes africaines, où c'est 1 million d'habitants tous les 2 ans en plus, mais la problématique est celle-là. Et donc il faut que les personnes qui sont là pour apporter des solutions techniques, c'est-à-dire les entreprises, puissent trouver un champ d'application global. On ne peut plus aujourd'hui dire je fais pendant mon mandat un métro, et puis dans mon deuxième mandat, je ferai l'assainissement, et puis dans un troisième mandat, je ferai autre chose. Non. Aujourd'hui, il faut avoir cette approche globale. La Task Force, c'est 550 entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la planification, la construction, les transports urbains, tout ce qui est utilities, eau, assainissement, traitement des déchets, etc. etc. Et la connectique. Et de ce point de vue-là, ce forum est très important puisque c'est un des éléments lourds, une des tendances lourdes du système. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider à ce que les villes soient plus durables? D'abord, le mot durable est un peu galvaudé. À la vérité, il a 3 sens différents. Le premier sens, c'est celui qu'on lui donne en général, c'est le côté environnement. C'est-à-dire de faire des choses qui soient plus environnement ami. Donc, des transports plus propres, des transports doux, comme on dit. Donc, des constructions qui soient moins énergivores. Donc, des opérations intelligentes du style waste to energy, la production d'énergie à partir des déchets, etc., etc. Il y a un deuxième élément de la durabilité qui est essentiel, et qui est notamment essentiel en Afrique, mais aussi en Amérique latine, qui est la durabilité au sens inclusivité des populations. On n'a pas de ville durablement organisée pour l'avenir si on n'inclut pas l'ensemble des habitants de cette ville. Pour être encore plus clair, aujourd'hui, on a de vrais problèmes de ce qu'on appelle pudiquement l'habitat informel. Appelons-le comme vous voulez, bidonville, township, ça m'est complètement égal, favela, ce que vous voulez. La vérité, c'est pas moi qui le dis, c'est que partout dans le monde, vous avez entre 20 et le maximum, c'est 90% de la population des villes qui est en habitat informel. 90% c'est en Éthiopie. 20% c'est vraiment la fourchette basse. Partout, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, quelquefois dans certains pays d'Europe, vous avez ça. Et donc, cette deuxième durabilité, nous devons y faire face. Nous devons trouver des solutions, à Abidjan comme ailleurs, qui permettent de rendre inclusif le système, c'est-à-dire de traiter ces questions d'habitat informel. Et puis, troisième élément de la durabilité, c'est au sens du temps. Si on veut trouver des solutions, et je m'arrêterai là,
pour laisser du temps à mes collègues, si on veut trouver des solutions durables au sens qui tiennent longtemps, ça n'est pas les entreprises françaises qui vont les opérer, qui vont faire la maintenance. Nous, nous savons construire, nous savons être sur l'ensemble de la chaîne de valeur, nous savons avoir des solutions innovantes. Nous savons les proposer collectivement, c'est l'objectif de ma task force, et nous gagnons des marchés partout dans le monde avec cette solution où on arrive ensemble pour tout proposer. Par contre, nous sommes un trop petit pays pour pouvoir opérer les infrastructures qu'on installe, pour pouvoir les maintenir, maintenance. Et donc ça, c'est la formation qui y répond. C'est pour ça que nous avons partout des partenariats, ce qui va me permettre de passer la parole à mon collègue et ami, le vice-gouverneur d'Abidjan, parce que par exemple, pour la Côte d'Ivoire, la Task Force de MEDEF International a un partenariat avec la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, sur les questions spécifiques de ville, parce que la problématique du district d'Abidjan, comme la problématique de Bouaké, comme la problématique même de Grand Bassam, ou d'autres villes qui sont moins connues, est une problématique qui doit aujourd'hui être approchée avec cette logique de durabilité. Merci. Merci Gérard Wolf. Alors, monsieur le gouverneur, pour le district d'Abidjan, vous avez, j'ai pris quelques chiffres tout à l'heure, macro sur le continent africain, vous avez vécu ces dernières années une croissance forte sur l'agglomération, sur ce territoire dont vous avez la charge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui sur comment vous vivez, vous, concrètement, cette mutation au quotidien et quels sont, avec les partenaires comme MEDEF International et les entreprises françaises qui, je crois, sont près de 80 implantés dans le cadre de la Task Force, ont les sièges à Abidjan. C'est un hub de l'Afrique de l'Ouest, aussi bien pour les entreprises françaises que pour d'autres entreprises du continent comme des entreprises d'autres continents. Donc c'est à la fois des atouts, ces partenariats, c'est à la fois des défis que vous vivez sans doute avec des difficultés de moyens d'investir, les capacités à lever des fonds pour le faire. Donc comment aujourd'hui vous avez pu commencer à mettre en place un certain nombre d'initiatives et quels sont vos projets, en tout cas quelle est votre vision de la façon dont vous pouvez relever ces défis dans les prochaines années? Merci. Je voudrais avoir un propos au nom du ministre gouverneur Mambé, dire toute notre reconnaissance aux grandes villes de tous les réseaux qui, suite aux inondations que nous avons connues avec plus d'une vingtaine de morts, qui nous ont apporté leur solidarité, leur soutien, et particulièrement au maire de Nice. Nice qui, une fois encore, a démontré son attachement avec Abidjan en allant plus loin dans cette solidarité-là. Nous voudrons vraiment dire merci et dire que Abidjan, c'est 6 500 000 d'habitants. 6 500 000 d'habitants, c'est un gouvernement qui, dans ce domaine, a un programme très concis, une volonté affichée, raison pour laquelle votre ami le ministre Koné Banyami dirige un ministère dédié à ces questions. Et j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on inaugurait le 3e pont, le président français disait Abidjan est au top de l'innovation parce que le paiement par smartphone de la taxe, le péage, c'était la première expérience à Abidjan. Pour dire que et Abidjan n'a pas le choix. Par sa position de leadership dans la sous-région, avec toutes les tentacules des grandes entreprises. Et là, le président du MEDEF, pouvait parler à ma place, parce que c'est un Abidjanais, et qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, c'est
que aujourd'hui, les smart cities sont tellement ancrés dans la société que nous perdons certaines habitudes. Parce que l'Afrique, c'est aller rendre visite à des parents. Mais aujourd'hui, cela a pris fin. Parce que avec un petit message, on peut prendre des nouvelles à n'importe quelle position du territoire. Donc aujourd'hui, rien que les transactions financières au niveau du paiement des transferts d'argent, c'est environ, je dirais, 25 millions d'euros par jour. Par jour. Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, rien oui, que sur la Côte d'Ivoire. Pour montrer l'importance et amener tous les dirigeants, et en premier chef les d'ici d'Abidjan, à ne pas se mettre en marge de ces questions. La preuve, nous initions un projet avec Orange pour la collecte des taxes. Des taxes, des taxis de stationnement. Aujourd'hui, nous avons la déclaration de naissance dans nos zones reculées qui se fait à travers ces techniques. Comment ne pas tomber sous le charme? C'est pour cela que nous demandons la mobilisation de nos amis pour que nous puissions maîtriser ce nouvel outil, qu'il ne nous échappe pas, que tous les côtés pervers soient maîtrisés par la formation. Par la formation de nos cadres, tous ceux qui excellent dans le domaine, pour que nous puissions véritablement être dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne suit pas l'innovation n'est pas dans le monde. Je crois que vous avez d'ailleurs un centre d'incubation qui a été créé avec les entreprises et les startups. Est-ce que vous nous en dire un mot? Parce que c'est aussi ce mariage entre le public, le privé, les jeunes pousses. Qu'est-ce que c'est que ce centre d'innovation? Alors, ce que nous avons fait, le gouverneur a fait un constat. Vous avez des jeunes Ivoiriens qui ont l'esprit critique. Et tout cela, pour pouvoir mettre en évidence leur savoir, à lancer, à créer ce centre. Et je crois que les principaux gestionnaires sont là, le directeur de cabinet CK, Maître Koïta, le docteur, pour rassembler tous ces jeunes-là dans un centre et pouvoir les accompagner. Et aujourd'hui, nous avons, avec ce centre-là, mis un concours avec le prix du président de la République, qui fait que chaque année, nous avons au moins 40 jeunes entrepreneurs qui, après le concours, sélectionnés et qui permettent non seulement de mettre en évidence leurs connaissances et donner en retour des emplois aux jeunes. Donc, on pourrait, s'il y a des questions, aller plus dans des détails, mais je pense que nous sommes en plein dans l'innovation pour apporter le bonheur à nos populations. Et je voudrais indiquer qu'avec la crise que nous avons connue, aujourd'hui, dans tous les ménages, vous recevez des messages conçus, des alertes. Et pour ce qui m'a frappé, c'est que tous nos mamans, nos papas qui n'arrivent pas à lire, mais c'est des signaux. C'est-à-dire, lorsque vous avez 3 fois le signal, ça veut dire que si vous êtes dehors, cherchez à rentrer. Vous voyez. Voilà. Oui, c'est un système d'alerte qui permet à quiconque de comprendre que vous êtes en danger et il faut aller se mettre en protection. Et avec les changements climatiques, les risques qui malheureusement se multiplient avec les pluies parfois violentes et d'autres aléas dans le monde, on voit que ces systèmes de connectivité qui permettent d'alerter les populations sauvent des vies. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors vous avez... pour relever ces défis, peut-être une dernière
question peut-être avant de passer à notre on va dire, ami de Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les enjeux financiers? Parce que finalement, aujourd'hui, seul, vous ne pouvez peut-être pas relever ces défis. C'est-à-dire, comment vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des partenariats publics-privés que vous allez envisager? Parce que j'ai cru comprendre que vous avez des capacités d'investissement qui sont quand même limitées et vous avez des défis qui sont gigantesques. Comment on va résoudre finalement ce paradoxe? Peut-être Gérard voudra répondre aussi. Alors peut-être qu'il va compléter, et c'est pour cela que j'ai réservé cela. C'est un appel. C'est un appel à demander à toutes les entreprises qui œuvrent dans ce secteur de venir accompagner la Côte d'Ivoire. Et surtout les entreprises françaises. Parce que de façon naturelle, c'est un mariage. Nous voulons que ces entreprises-là arrivent parce qu'il y a un marché à prendre. Et par la même occasion, manifester la solidarité en nous aidant. Parce que, vous l'avez dit, il y a beaucoup à faire, mais les moyens sont limités. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Gérard Wolf, peut-être une réaction sur justement comment on relève le défi du financement de ces grandes infrastructures. Le financement, c'est gigantesque en effet, mais je vais probablement vous surprendre en vous disant que, en fait, ça n'est pas, dans aucun continent, ça n'est pas l'argent qui manque. Ça n'est pas l'argent qui manque. Ce sont des projets bien ficelés. Ça, contre vents et marées, je continuerai à dire ça. Parfois, l'argent est difficile d'accès, la finance est difficile d'accès. Ça, c'est vrai, notamment pour les PME, qui n'ont pas l'habitude de ce qu'on appelle les IFI, les institutions financières internationales. C'est vrai que c'est compliqué de déposer un projet sur un appel d'offres Banque mondiale, Banque africaine de développement ou les différents types de fonds verts. Mais aujourd'hui, pour bien mettre les choses dans les esprits de tous ceux qui vont regarder cette émission, il faut savoir trois choses. La première, c'est que quel que soit le montant de l'investissement, parce que très souvent vous avez des PME, d'ailleurs africaines, mais un peu partout dans le monde, qui vous disent de toute façon la Banque mondiale ou les grands fonds verts, c'est des trucs, quand on est en dessous du niveau radar, genre 50 millions de dollars, on ne sait pas faire. C'est faux. Il y a des solutions. Il faut aller les chercher. Il faut souvent les chercher localement avec des fonds verts qui sont co-gérés avec des opérateurs locaux. C'est vrai en Amérique latine, c'est vrai en Afrique, c'est vrai aussi en Asie. Mais encore une fois, il faut chercher. Et MEDEF International, je le dis pour les entreprises françaises qui nous écouteraient, celles qui ne seraient pas encore membres de la task force, nous, un de nos travaux, c'est ça, c'est d'aider les entreprises à trouver des projets. Deuxième chose à savoir, c'est que les financements sont toujours compliqués, non pas sur la période du lancement, de la réalisation de l'infrastructure, mais sur la période de la vie. Et c'est là où, quand le gouverneur dit, nous, on est en train de mettre en place, avec Orange, des financements, des solutions Internet 4e génération pour le paiement des taxes, pour le paiement des taxes locales, etc., c'est fondamental. Parce que financer l'investissement, comme on dit nous dans notre jargon de businessman, les CAPEX, on sait faire. Le problème, c'est les OPEX. Et si vous n'avez pas un financement de finances locales derrière, ça, c'est pas bon, parce que ça empêche la durabilité. Troisième et dernier élément, le fait qu'aujourd'hui, il y a toute une série de petits financements verts qui dépendent d'infrastructures, enfin disons d'opérateurs régionaux. Alors ça peut être des régions, ça peut être, c'est pas nécessairement du gros banque interaméricaine de développement ou autre, et des fonds régionaux. Et ça aussi, n'hésitez pas, ceux qui écoutent ceci, à aller consulter les régions, souvent, parfois les collectivités territoriales, qui savent comment se connecter sur un type particulier de ce financement. Voilà, c'est trois choses à savoir. Oui, merci de ces compléments. Peut-être, monsieur le gouverneur. Voilà, alors ce que je voudrais indiquer, nous, pour résoudre ce problème, nous sommes mis en connexion avec le Fonds mondial de développement des villes pour nous accompagner. Et le gouverneur ministre
qui est résolument tourné vers cette recherche de fonds, a décidé de mettre un bureau régional avec le Fonds mondial à Abidjan. Et cela va se faire d'ici quelques mois. On voit qu'effectivement l'activation de partenariats public-privé, aussi bien au moment comme le disait Gérard Wolf, au moment de l'investissement initial, c'est-à-dire du CAPEX, que ensuite dans des phases ultérieures, mais là cette fois non pas par des bailleurs de fonds, des acteurs privés, etc. qui investissent, mais plus par le modèle économique en quelque sorte qu'on trouve dans les projets, qui assure la pérennité par des revenus, certes peut-être petits par l'unité, mais par le temps et le volume, assure cette capacité à pérenniser et à porter dans la durée le succès des services. Merci. On reviendra peut-être sur des mots conclusifs ou des questions après. Boren Dawadi est le président d'une initiative qui s'appelle Bizert Smart City. Moi, ce que je trouve remarquable dans votre initiative, j'y étais il y a quelques semaines lors d'une des conférences, la deuxième conférence que vous organisiez, et je crois que l'année prochaine, vous organisez une troisième session avec l'Union africaine et entre autres Smart Africa. Ce qui est remarquable dans la démarche que vous avez eue, c'est que c'est une démarche de la société civile, c'est des acteurs privés qui sont partie d'une réflexion sur un territoire et qui l'ont porté auprès du politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et puis nous dire un mot aussi sur ce que vous voyez, vous, en tant que professionnel de l'aménagement dans d'autres territoires africains par rapport aux défis dont nous venons de parler à l'instant? Très bien, merci pour cette tribune. Donc pour revenir un peu et confirmer ce que disaient M. Wolf et M. Ncho, c'est que la durabilité de la ville de demain doit être entre autres issue aussi des citoyens. Alors le cas Bizert, c'est un cas atypique parce que c'est les citoyens qui se sont structurés en association et qui ont créé ce programme Bizert Smart City. Et il y travaille depuis 2010, même avant la Révolution, 2009-2010, sur le dimensionnement et le dessin de la ville à l'horizon 2050. En fait, on a créé une association qui s'appelle Bizert 2050, qui a monté ce programme Bizert Smart City, qui a démarré déjà par la vision. Comment on voudrait voir notre territoire à l'horizon 2050, en dépit de tout ce qui se passe, en dépit de l'évolution technologique, en dépit de l'évolution de la population urbaine, en dépit de toutes les contraintes que peut vivre une ville. Donc ça, c'est la réflexion de base. Et en 2016-2017, on a surfé sur la vague, je le dis, des Smart Cities, parce que c'est un peu le mot en vogue aussi, mais surtout pour justement drainer un écosystème autour de nous qui va nous permettre un peu d'implémenter notre Smart City, qui a démarré par la sensibilisation déjà, et dire voilà, nous on ne tape pas sur la brique technologique. La brique technologique, elle arrive une fois, elle y est déjà par rapport à pas mal. Voilà, c'est un moyen. Mais surtout, on a un problème d'infrastructure. Donc l'intelligence et la durabilité des infrastructures, pour nous, elle est primordiale. Et c'est valable pour toutes les villes africaines. On parle d'habitat anarchique, on parle de bidonville, on parle de tout ça, mais c'est aussi un problème de programmation urbaine. On n'a pas, je veux dire, en Tunisie aujourd'hui, on n'a pas quelque chose qui s'appelle de la programmation urbaine, et c'est aussi valable dans d'autres villes africaines. On construit, et on construit, et on construit, et on complète avec des équipements, point. Il n'y a pas une vision globale de 30, 40, 50 ans sur les villes et sur le devenir des villes africaines, quoi. C'est la démarche qu'on avait prise, et aujourd'hui, on est même au stade de rédiger la loi qui va régir qui va gérer les Smart Cities en Tunisie. Et la 3e édition d'avril 2019, Bizert Smart City, ça va être la dernière, puisque le relais sera pris par le programme national Tunisian Smart Cities. Voilà, donc ça et là on sera, j'espère, un des pilotes importants en matière d'implémentation de Smart City en Afrique. Et pareil, il y a des acteurs nationaux qui sont très importants, qui sont présents ici, et notamment la Société de promotion du lac de Tunis, qui s'intéresse à cette thématique et qui s'est rapproché justement de nous pour monter ce programme, aussi bien sur le plan associatif que sur le plan professionnel, pour implémenter dans un très court délai justement peut-être la première Smart City en Afrique même. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement vous rejoignez un peu ce que disait notamment le gouverneur d'Abidjan, c'est que les jeunes, les personnes, la population, c'est ça qui aujourd'hui est le point de départ
l'appropriation des projets urbains, des projets de transformation, des projets d'innovation. Vous êtes quelque part un peu, je veux dire, le cas le plus emblématique d'une démarche qui est partie totalement, comme disent nos amis anglo-saxons, en bottom-up. C'est vraiment parti des gens, des personnes. Et ça, c'est un point clé, parce que ce que disait Gérard Wolf sur l'OPEX, c'est certainement qu'il y a un modèle économique derrière. Ça veut dire que les gens adhèrent. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est du bon sens pour eux, et donc ils vont être contributeurs positifs économiquement dans le temps. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on plaque sur le territoire, c'est pas une solution qu'on vient vendre et partir une fois que c'est installé. En fait, tous les supports qu'on a créés, les supports dessins qu'on a créés, les supports images, supports vidéo, supports on a même des visites en réalité virtuelle de notre territoire 2025-2030. On a monté un programme de concertation publique en ligne à travers une application d'une start-up de Bizerte, mais qui est implantée à Tunis, qui s'appelle Éveil, qui nous permet d'avoir des avis simultanés et instantanés de la population. Donc même si on émane directement de la population, je veux dire, on se permet aussi d'élargir un peu cette concertation à travers l'ensemble de la population. Ça, c'est important. Après, il y a un autre élément qui est valable aussi pour toutes les villes africaines, et je pense qu'il faudrait le mettre en place systématiquement. C'est les KPI. C'est chaque territoire, chaque Smart City, elle est unique quelque part. Et donc, il va falloir identifier les indicateurs de performance qui vont nous permettre de mesurer l'évolution de la ville entre un instant T et un instant T plus 365, c'est-à-dire T plus un an. Et c'est ce qu'on a fait avec l'Union internationale des télécommunications. On a fait auditer la ville dans le cadre du programme U4SSI des Nations Unies. Et on a aujourd'hui 70 indicateurs de performance qui ont été appliqués sur la ville de Bizerte et dont les résultats seront remis. Ils ont été déjà remis en première séance à Malaga le 26 avril, et ce vendredi prochain à Tunis, on va se voir remettre notre propre référentiel à Bizerte par rapport aux KPIs. Et ça, c'est important parce que on a quelque chose de mesurable. Tout à fait. Sur tous les plans. Tout à fait. Est-ce que vous, au niveau de justement la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, avec les différents acteurs avec lesquels vous travaillez, cette dimension à la fois de la relation avec les populations, les citoyens, ce qu'on appelle parfois dans notre jargon la démocratie participative ou le collaboratif, est-ce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui que vous ressentez en dehors des initiatives start-up que vous accompagnez? Est-ce que aujourd'hui vous voyez que les populations sont à Abidjan contributives, elles veulent apporter des idées, elles veulent apporter des solutions, et est-ce que, comme vient de le rappeler Bourène Dawadi, est-ce que finalement, parmi vos indicateurs, vous aussi, cet échange, cette contribution que les populations peuvent apporter au projet des territoires, à la transformation des territoires, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler dans les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui engagé des réflexions sur ces relations avec finalement le citoyen? Alors, au niveau du district, nous, avec le ministre-gouverneur, nous avons mis le citoyen au cœur du développement. Ce qui fait que cela a été un déclic. Un déclic parce que le slogan au district, c'est le développement technologique au service de l'humain. Donc, toute notre population organisée, vous avez les jeunes, et là c'est une chance que nous avons à Abidjan. Lorsque vous prenez cette couche-là, tout se fait par génération. On n'a pas voulu détruire cela, et il est conservé. Donc, lorsque vous avez une information, ce n'est pas classe d'âge. Et toute cette population qui est à Abidjan, avec aujourd'hui des responsables, les chefs, qui sont des intellectuels à la retraite, de haut niveau, cela a amené toute cette population à adhérer au concept. Donc tout ce que nous le faisons avec les populations. En concertation. En concertation. Nous avons un conseil consultatif qui fait que tout est remonté. Parce qu'il ne faut pas aller faire le développement qui n'apporte rien.
à la population. Donc tout est fait de concert avec nos populations et la preuve, M. Gérard qui est souvent à Abidjan, vous voyez que tous les événements qui se passent à Abidjan, vous avez toujours la présence des chefs traditionnels. Oui, c'est aussi ce que disait Boren à l'instant, c'est chaque territoire va s'approprier cette transformation riche de sa culture, de son passé, de ses atouts. Donc finalement, on est bien dans des transformations locales avec des particularismes très forts. C'est-à-dire que je dirais que chaque territoire doit inventer sa propre Smart City. Oui. Il doit l'inventer de toutes pièces. Alors Gérard, justement par rapport à cette complexité et ces massifications d'investissement, comment vous pouvez, au niveau du MEDEF et de la Task Force, accompagner cette diversification cette diversité de cas? Parce que finalement, c'est pas simple pour un industriel d'avoir autant de cas qu'il y a de clients pratiquement. Non, mais c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que la Task Force est là, comme je disais, 550 entreprises et plus finalement dans les PME qui nous suivent un petit peu partout dans le monde, en plus des grands groupes que tout le monde connaît. Mais à chaque fois, c'est, comme on dit en anglais, du tailor-made. C'est-à-dire qu'il faut faire du sur-mesure. Il n'y a pas une ville qui ressemble à l'autre. La problématique peut être identique, mais la solution est toujours différente d'une ville à l'autre. Et je vais ajouter deux choses. La première, tout à fait au début, vous vous rappelez que j'ai parlé de l'habitat informel. Eh bien, partout sur le globe, nous constatons que dans l'habitat informel, notamment dans les townships, appelez-les comme vous voulez, comme je disais tout à l'heure, la démocratie participative est beaucoup plus organisée, souvent, que dans des villes qui, au fond, confient la gestion à leurs élus, ou parfois pas d'élus. Il y a des endroits où il n'y a pas d'élus. Donc, a fortiori, ils s'en préoccupent moins. Ça, c'est très intéressant parce que la démocratie participative, c'est quelque chose qui est très utile pour faire évoluer l'habitat informel. Et la deuxième et dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour nous, les entreprises, par définition, on a en face de nous un maître d'ouvrage qui donne après appel d'offres des travaux à faire, une infrastructure, la gestion de quelque chose, etc., en PPP, quel que soit le format. Nous, on doit répondre à ce donneur, à celui qui va signer le contrat avec là où les entreprises concernées. Mais bien sûr qu'on le fait pour des populations. Et que, avant de signer, dans la manière dont on répond à l'appel d'offres, il est essentiel d'avoir la compréhension de l'écosystème local, parce que vous ne répondez pas de la même manière, même pour un stade. Ça va pouvoir être bizarre que, parlant de ville, je vous parle de stade. Sauf que les stades, c'est des installations urbaines. Et quand, il y a 4 mois, on a gagné... Non, il y a 6 mois, on a gagné un appel d'offres suite à une mission... parce qu'il y a, pour la CAN, j'en profite pour faire un peu de publicité pour la Côte d'Ivoire, il y a la CAN 2021 qui est en Côte d'Ivoire. Il manque un stade, c'est un groupement français qui l'a gagné, mais parce qu'il l'a gagné face à des concurrents, on va dire asiatiques, qu'on imagine assez facilement. On l'a gagné pas sur le prix, mais parce que sur la réponse souhaitée du point de vue des citoyens, pour que ce stade serve ensuite, qu'il soit dimensionné différemment, nous avons eu la meilleure réponse. Et ça, c'est essentiel, c'est de répondre, non pas avec une solution standard, mais avec une solution adaptée à la population qui le demande. Merci, on a bientôt terminé, mais je vais vous donner une dernière fois la parole. En fait, en vous écoutant et en échangeant avec vous, ça en tout cas, m'interpelle de manière assez claire. On a, entre l'Europe et l'Afrique, probablement une vision un peu différente de certaines visions très technicistes asiatiques, certains disent Big Brother, ou de solutions très intégrées aussi en termes d'opérateurs qui va fournir du sol au plafond la ville de demain. On est plus sur des environnements ouverts dans notre culture et dans cette proximité de l'humain, dans cette orientation avec l'humain, dans cette fait que en fait ça part de l'humain, ça part pas de la technique. Et donc je pense que ce défi du continent africain, c'est aussi un défi pour le partenariat entre l'Europe et l'Afrique,
par rapport à d'autres formes de vision. Quand on voit certaines villes, je ne citerai pas de villes dans le monde, mais qui sont véritablement, qui pourraient figurer dans un film de science-fiction dans lequel on n'a pas envie de vivre. Et pourtant, c'est des villes dont on nous fait la promotion comme les villes les plus intelligentes au monde. Donc je crois qu'il y a probablement, face à ce défi, et je vous donne le mot de la fin à tous les deux, Boren et monsieur le gouverneur. Et voilà, est-ce que c'est cette différence qu'on peut peut-être culturellement apporter dans la conception des villes de demain ensemble? Alors, comme je l'indiquais à l'entente de mes propos que le président du MEDEF pouvait parler à ma place, et il a dit, faisons en sorte que toute cette innovation n'emporte pas nos fondamentaux, nos valeurs, et construisons l'avenir avec nos valeurs qui font de nous des Africains, qui font de nous des Africains avec nos valeurs et nos vies. En ce qui concerne Abidjan, c'est une ville de tradition et le gouverneur que nous avons qui est multidimensionnel parce qu'il plane sur tout. Que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit... Donc, il est regardant et c'est pour cela que nous avons ce slogan, le citoyen au cœur du développement. Merci. Merci, gouverneur. Alors, pour le cas Bizerte, on parle de culture, on parle d'histoire, et c'est assez rigolo parce que le deuxième programme qu'on est en train de porter à travers l'association Bizerte 2050, il s'appelle Bizerte du comptoir punique au port numérique. Alors, il y a beaucoup de mots là-dedans, il y a beaucoup d'histoires là-dedans, il y a 3127 années d'histoire en ce qui concerne Bizerte depuis l'époque punique, depuis le comptoir punique, et comment aujourd'hui notre ville va servir le port numérique de 2050. Et le port numérique de 2050, on aura la chance, j'espère, d'en parler au Telecom World au Johannesburg le mois de septembre prochain. Donc voilà, donc ça c'est important pour nous. Merci à tous, je crois qu'en tout cas... malgré le temps court, vous avez pu passer véritablement ce message clé sur l'humain au cœur de la transformation des villes en Afrique et que effectivement les partenaires, soit publics, privés, européens et africains, soient complètement associés aux populations dans le cadre de ces défis. En tout cas, merci et je l'espère à bientôt.